Mesdames, Messieurs, j'ai grand plaisir à être parmi vous pour cette rencontre, une organisation pour laquelle j'ai un très grand respect. Le CICR ainsi que la Croix-Rouge libanaise sont des organisations pour lesquelles tout humain devait être fier, tant au Liban qu'à l'étranger. Donc merci d'organiser cette table ronde, particulièrement cette obligation de neutralité de la Croix-Rouge pour éventuellement permettre ce débat qui puisse se placer, se faire avec une certaine sérénité. Puisqu'au Liban, il ne se fait pas en sérénité. Je dirais même que ces relations qui ne font que se dégrader entre Libanais et réfugiés, particulièrement les réfugiés syriens, commencent à frôler un certain degré de racisme. Une compétition qui est très mal perçue tant par les Libanais que par les réfugiés syriens. C'est du moins ma perspective de citoyen libanais, mais aussi de député, puisqu'il m'avait été donné à plusieurs reprises d'organiser des rencontres au sein de notre commission parlementaire des droits de l'homme, où cette question revenait toujours. Comment allions-nous réussir au Liban à développer cette politique qui puisse en même temps faire respecter les droits de l'homme autant des réfugiés syriens et autres, mais aussi des des Libanais qui hébergent ce grand nombre de réfugiés. Nous ne reviendrons pas sur les chiffres, vous les connaissez tous. Je crois que cette problématique est toujours non résolue, non encore réglée au Liban, pour plusieurs raisons. D'une part, nous avions, au sein de la Commission parlementaire des droits de l'homme, nous avions développé un plan d'action national pour les droits de l'homme qui prévoyait 2 chapitres relatifs aux réfugiés, l'un pour les réfugiés palestiniens, l'autre pour les réfugiés non palestiniens. Il n'était pas encore question de réfugiés syriens au Liban. Ce que nous avions d'abord commencé à relever, c'est que le Parlement, le Liban, n'avait pas ratifié les conventions internationales relatives aux droits des réfugiés. Le droit des réfugiés au Liban est l'un de ces rares droits internationaux qui n'est pas reconnu, pour des raisons qui seraient longues d'exposer, mais particulièrement de cette crainte qu'ont les Libanais de voir appliquer aux réfugiés palestiniens l'obligation de l'État hôte de leur donner une résidence permanente. Cette implantation qui fait peur aux Libanais, non seulement pour les réfugiés palestiniens, au fait que le Liban, après Taïf, a dû introduire cette interdiction de l'implantation, comme c'est cité dans la Constitution, au sein du préambule de la Constitution libanaise. La dernière vague de réfugiés syriens est venue raviver ces craintes, encore une fois, et vous remarquerez que dans le domaine politique, les politiciens libanais maintenant de tous bords ne font que réitérer ad nauseam que le Liban n'accepterait jamais que les réfugiés syriens puissent être permis de maintenir une résidence permanente. Obligation de retour, conditions de ce retour, mais dans l'attente du retour, quelles conditions de résidence pour ces réfugiés syriens et autres, ces populations migrantes que vous appelez, et ces populations hautes qui sont tellement problématiques, vont certainement faire l'objet de cette table ronde qui va certainement poser cette problématique d'angles différents. Ce qui rend le problème encore plus difficile au Liban, c'est qu'il n'y a pas encore de politique unifiée. Le gouvernement libanais, encore moins le Parlement, n'arrive pas à s'accorder sur un mode de gestion de cette relation critique entre Libanais et population haute. Population migrante et population haute continuent à faire l'objet d'une série de conflits au sein de la population, mais aussi au sein de la gente politique, puisque les politiciens libanais et les groupements politiques différents n'ont pas une vision identique, sinon entendue de la manière avec laquelle ça devrait être géré. Bien sûr que les États donateurs ont modifié leur politique au fil du temps qui passait, puisque les États ont accepté le principe de l'égalité, entre guillemets, de financement
tant des réfugiés que des populations hautes. Mais l'État libanais n'a pas encore une politique complète. Il a nommé un ministre d'État pour les questions des réfugiés, ce qui ne fait que refléter encore ce souci de voir cette question réglée. Mais ce ministre nous dit qu'il n'y a pas encore un plan convenu au sein du gouvernement. Notre commission parlementaire des droits de l'homme, au fait de ces conflits, de ces problèmes permanents, qui persistent, pas permanents, j'espère qu'ils ne le soient pas, nous avons convoqué une réunion de notre commission parlementaire la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, nous aurons à débattre de la même problématique au Parlement, mais dans l'attente, j'espère que les débats que nous aurons ici pourront être fructueux et proposer éventuellement non seulement une vision plus claire des problèmes, mais surtout des solutions possibles à cette relation malsaine entre population migrante et population haute au Liban, tout en reconnaissant que la grande générosité, bien sûr, des populations hautes, mais aussi tout en reconnaissant les conflits qui persistent. Pour réfléchir sur cette question de la garantie d'une action humanitaire juste entre les populations migrantes et les populations hautes, nous avons le plaisir d'accueillir un panel de hautes personnalités, de personnes qui, nous le savons, agissent et sont très actives dans chacune de leurs spécialités. Vous avez le programme que j'avais sous les yeux. Donc nous allons passer tour à tour d'un regard sur l'évolution des ONG depuis la fin de la guerre civile, avec Clément Zahia, de l'association MADA. J'espère que Clément va surtout s'attarder sur l'action des ONG dans la période récente sur les populations migrantes. Nous passerons ensuite à la question de la compétition sur les emplois et les ressources, en sous-titre contextualisé pour éviter l'exagération, par notre ami Nasser Yassine de l'Université américaine de Beyrouth, qui met ses écouteurs parce qu'il ne comprend pas le français. Vous attendez, il va intervenir en arabe, donc préparez les vôtres. Nous passons donc de cette perspective sur les emplois et les ressources, cette compétition sur les ressources, à celle de M. Assaf Dahdah, de l'Université d'Aix à Marseille, acteur de l'hébergement et rente immobilière en contexte de crise. L'installation des exilés syriens dans le parc agricole reconverti à Zghalta, c'est un cas qu'il va présenter. Enfin, une approche par Kamel Doraï de l'Institut français du Proche-Orient sur les stratégies de survie et les logiques d'installation des populations réfugiées en ville. Pour la biographie succincte des intervenants, je vous réfère au livret, je ne vous importunerai pas plus. Et sans trop tarder, je passe la parole à notre ami Clément Zahia sur le regard sur l'évolution des ONG depuis la fin de la guerre civile. Je crois que chaque intervenant aura l'occasion d'intervenir pour à peu près 15 minutes et nous utiliserons le temps qui reste, à peu près 1 heure, pour le débat avec l'assistance. Clément ? Oui, je vais commencer. Je crois que tout le monde est fatigué, moi en premier, donc je vais essayer d'aller aussi vite pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Ah, ok. Donc je vais parler plus lentement. Oui, c'est surtout eux qui sont fatigués. Bon, à la question de cette table ronde, garantir une action humanitaire juste entre les populations migrantes et les populations hautes. Alors j'avais mal compris, hein. Moi aujourd'hui je parlais normalement depuis les ONG depuis la fin de la guerre civile, ce qui n'a rien à voir avec le sujet, donc j'ai dû changer. Donc je vous prie de ne pas regarder ce qui est marqué ici. Bravo, tu parles d'expérience. Voilà, je vais essayer de changer un peu, d'aller plus dans le sujet qui est là. Par contre, il y a une chose qui m'étonne, c'est le mot migrant. Pour moi, j'aurais parlé de réfugiés. Alors, je ne sais pas pourquoi le mot migrant, mais peut-être on pourra notamment poser la question et y répondre. Alors, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire il faut être l'État turc. Hein. Il faut être un État qui offre les mêmes droits aux réfugiés et aux citoyens dans un souci de justice. C'est ce que la Turquie a fait dans l'accueil des réfugiés. Au Liban, le citoyen libanais déjà n'a pas les mêmes droits et les mêmes accès aux services. Il n'est pas égal en droits et en services en fonction de sa communauté, de sa confession, etc. Tout le monde connaît le système confessionnel libanais.
Donc la question, fatalement, elle s'adresse aux ONG internationales. Hein. J'ai l'impression qu'on fait porter la responsabilité de l'élément justice à ces organisations. Alors j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait regarder quel doit être le type d'intervention pour être juste. Alors avant cela, juste je relis Transition humanitaire et réflexion éthique à Beyrouth. J'espère qu'on fera la même en Syrie parce que la notion de justice et disons là où l'échec a été le plus patent pour la communauté internationale et notamment la communauté de l'aide, c'est à l'intérieur de la Syrie, pas au Liban ou en Turquie ou en Jordanie. Alors, j'ai regardé une définition de la vulnérabilité qui soit plus large, hein, qui intègre aussi les populations pauvres au Liban, qu'on parte sur un principe de misère égale, aide égale, et que quand on regarde un territoire comme le Liban, on puisse aussi regarder les populations qui sont les populations libanaises qui sont le plus dans le besoin. J'ai mis équité dans l'accès aux services. Les populations libanaises doivent avoir impérativement le même accès auquel ont les réfugiés. Hein. Aujourd'hui, par exemple, si on parle de la santé, de la scolarité ou de la formation, c'est pas normal, ou disons que ça va créer sûrement des difficultés, des jalousies et des difficultés d'intégration quand un réfugié syrien a accès, par exemple, à un poste de santé, mais pas un Libanais. Alors, c'est des problématiques qui sont compliquées. C'est pas évident d'y répondre. Aujourd'hui, je vais parler aussi disons avec deux casquettes. MADA, puisque je fais partie d'une ONG libanaise depuis très longtemps déjà, mais aussi une expérience avec MSF les 5 dernières années sur la crise syrienne. Et par exemple, notamment, j'avais travaillé sur l'ouverture d'un hôpital dans la Bekaa, où on voulait intégrer la composante libanaise. Ça veut dire qu'un Libanais peut rentrer à l'hôpital comme un Syrien. Et c'était important pour ne pas créer des dissensions dans la communauté, que tout le monde puisse y accéder. Sinon, la communauté va voir le Syrien passer. Le Libanais qui a un accident ne peut pas aller à l'hôpital, c'est une recette pour plus de conflits. C'est pas évident non plus parce qu'aujourd'hui, il y a un Libanais, quels sont les critères sur lesquels on va se baser pour dire que c'est un Libanais vulnérable qui aura accès à l'hôpital, ou alors non, qui devra aller à l'hôpital privé, ou alors qui bénéficiera de Daman, ou qui bénéficiera de l'aide du ministère de la Santé. Dans un système de santé qui est complètement décomposé, où finalement le Libanais lui préférait aller directement à l'hôpital, ne pas aller au ministère pour demander un papier pour pouvoir accéder à l'hôpital. Donc on est confronté par rapport à beaucoup de problèmes par rapport à cette définition. On est confronté aussi par rapport à l'État. Ça veut dire, est-ce que l'État veut qu'il y ait un hôpital pour des Libanais où les Libanais aient accès? Alors là, ça dépend du ministre. Hein. Il y a des ministres qui veulent, il y a des ministres qui ne veulent pas du tout. Il y a des ministres qui préfèrent que ce soit juste pour les Syriens, comme ça au moins on s'en débarrasse des hôpitaux libanais. Donc essayer d'atteindre un objectif de justice et d'équité est une chose complexe. Donc aussi, j'ai mis une approche territoriale globale. Ça veut dire aujourd'hui, on a tendance à vouloir regarder le problème des réfugiés, alors que, et ça c'est dans MADA, on a essayé d'avoir une approche qui soit territoriale. Ça veut dire on travaille sur des territoires, on part du principe qu'il n'y a pas un territoire qui est comme un autre au Liban. Si on prend le Akkar, il est très différent du Hermel. Si on prend le Hermel, il est très différent du Al-Awsat ou du Sud. Et les problématiques au niveau des territoires, elles sont aussi différentes. Et on partait du principe qu'il valait mieux regarder le territoire avec tous ces problèmes et le problème des réfugiés comme étant un problème supplémentaire sur le territoire, ce qui va permettre d'aborder, par exemple, ça veut dire qu'il y aura plus de poubelles, ça veut dire qu'il y aura plus de problèmes liés aux ressources et à l'eau, ça veut dire qu'il va y avoir le problème des loyers qui vont augmenter, etc. Et ça, c'est un problème qui est typiquement territorial, qu'on peut aussi gérer sur une logique territoriale et non pas uniquement en regardant et d'un côté les réfugiés syriens et d'un côté la population libanaise, mais tout le territoire. Alors, sinon aussi, on parle de lier l'aide humanitaire à l'aide au développement. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler aujourd'hui. Ça devient de plus en plus quelque chose qui est admis, ce qui ne l'était pas les 2-3 premières années de la crise. Hein. C'était très difficile de discuter avec des organismes internationaux et de les convaincre que c'était important des délais de communauté, que c'était important d'avoir une approche qui ne laisse pas les populations les plus pauvres au Liban sur le carreau. D'ailleurs, ça a donné, si on regarde par exemple sur l'éducation, ça a été une catastrophe les premières années quand on a voulu intégrer les Syriens et les Libanais ensemble. Hein, on s'est retrouvé dans des régions, dans les écoles publiques où ni les Libanais ni les Syriens n'ont réussi à apprendre parce que c'est des programmes qui étaient très différents.
Donc ça a mis du temps aussi pour qu'on accepte que oui, il y a à travailler entre humanitaire et entre développement. Surtout que très vite, on savait que la crise syrienne allait durer. Hein, et pourtant, on a géré les premières années la crise syrienne comme si c'était un tremblement de terre, alors qu'on savait qu'il y aurait encore plus de population, qu'il y aura un problème de est-ce qu'ils vont rentrer ou est-ce qu'ils ne vont pas rentrer, combien de temps ils vont rester, etc. Et la gestion première, elle a vraiment été très dans l'urgence, hein, plutôt que d'entrée de jeu, essayer de regarder à long terme. Et de toute façon, je crois qu'on va regarder 20 ans ou 30 ans en avant, encore cette crise, elle est loin d'être terminée, ou ses conséquences, disons. Alors, je parle aussi d'un nouveau rôle pour les ONG à inventer et redonner un sens au mot partenariat. Aujourd'hui, j'étais content, j'ai vu Lebanon Support qui a parlé de partenariat. C'est vrai que c'est le mot magique, hein, partenaire, c'est devenu à la mode, il fallait toujours avoir un partenaire, maintenant c'est une ONG internationale. Alors, je suis franco-libanais, moitié français, moitié libanais, j'ai travaillé avec des structures libanaises, j'ai travaillé avec des structures internationales, donc j'ai toujours eu un pied là et là. Et c'est vrai que dans cette relation entre organismes internationaux et organismes locaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a au niveau structurel de cette relation, oui, moi quand je parle français comme ça, si je parle au nom d'une ONG libanaise, on va m'écouter parce que je ne roule pas les airs, j'ai plus de chances d'être écouté. Si je parle au nom des MSF, là je vais être, tout de suite on va accepter argent comptant ce que je dis. Et aujourd'hui, ces relations de partenariat, elles ne sont pas équitables. C'est des relations qui sont complètement dissymétriques. C'est des relations qui ont créé des contractors, des subcontractors. C'est une compétition entre les ONG libanaises. Et je sais qu'on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé durant ces 2 jours. Donc je vais pas mettre encore plus le doigt sur la plaie. Je lis un peu, je suis un peu perdu dans mes pensées. Voilà, alors comment réinventer le rôle des ONG libanaises? Alors moi je parle de médiation. Hein. Finalement une ONG libanaise, elle est capable de faire une très forte médiation, que ce soit entre les populations locales et les populations syriennes, que ce soit entre les municipalités et les organismes internationaux. Il y a une compréhension, il y a une présence. Et il y a un besoin de médiation. Une ONG internationale, ce n'est pas parce qu'on a fait 6 mois au Cameroun, qu'on débarque au Liban, qu'on peut comprendre, ou qu'on peut fonctionner sans avoir besoin d'apprendre. Aujourd'hui, même les ONG internationales ont besoin d'être formées sur comment ça se passe dans un pays arabe comme le Liban, dans une région comme le Rakkar, qui est différente de la région du Matan ou de Baalbek. Donc, à mon avis, il y a un réel rôle à prendre à ce niveau-là. Il y a beaucoup à faire avec les jeunes. Aujourd'hui, les réfugiés syriens, si on veut être réaliste, vont rester un certain temps. Aujourd'hui, on voit des jeunes syriens qui commencent à parler avec l'accent libanais, qui se sont même libanisés en fonction de comment ils s'habillent. Aujourd'hui, les jeunes vivent ensemble dans les villages et le rôle des ONG, à mon avis, ils ont un grand rôle aussi pour permettre que ces populations, en attendant de rentrer chez eux, puissent vivre raisonnablement et non pas chacun dans un ghetto. Il y a un rôle de conseil et de mémoire aussi au niveau auprès des organismes internationaux. C'est étonnant. Bon, il faut que je fasse vite. Donc on s'aperçoit que souvent les organismes internationaux ont une perte de mémoire. Hein. MSF était présente au sud Liban 10 ans. En 1997, quand on est reparti pour la guerre à Naqid al-Ghadab, on avait oublié qui sont les partenaires, on ne savait rien du tout, alors qu'on avait 10 ans d'expérience sur le terrain. Donc aussi, je parle de moins de turnover, c'est les ONG internationales. Aujourd'hui, l'interlocuteur d'une ONG internationale, c'est 3 par an, hein, puisqu'ils vont rester 6 mois, 3 mois où ils vont passer. Et c'est impossible de créer des relations qui soient stables, des relations de confiance quand il y a quelqu'un qui va changer tous les 3 mois. On se met d'accord sur un truc, 3 mois après, il faut recommencer à zéro, 3 mois après, on recommence encore autre part. Et là, c'est l'élément relation humaine, ce qu'on oublie souvent. Hein. On parle d'humanitaire, mais la relation humaine, finalement, un bon partenariat, c'est 2 êtres humains qui vont se mettre d'accord. C'est moins 2 organisations. Ça veut dire aujourd'hui, on peut avoir un très bon partenariat avec une organisation parce qu'il y a une personne aujourd'hui qui est responsable, qui est le head office au Liban, etc., qui a une position de responsabilité. Et on peut avoir une très mauvaise relation parce qu'il a changé dans 6 mois. Alors c'est plus facile pour les ONG libanaises parce qu'en général, on reste plus longtemps dans les mêmes postes de pouvoir. Mais les organismes internationaux qui débarquent, surtout en état de crise, c'est vraiment compliqué ce tournement. Combien ?
3 minutes. Bon, 3 minutes. Alors, je vais faire vite. Changement d'attitude des ONG libanaises, là, parce que bon, on a tendance à acheter la pierre aux ONG internationales, et il y a de quoi. Mais nous aussi, en tant qu'ONG libanaise, on est quand même à fond dans les logiques de compétition. On est incapable de coopérer, sauf si on nous met dans des consortiums régionaux ou nationaux, ou etc. Finalement, la coopération, elle vient parce qu'elle est imposée par un bailleur de fonds ou par un partenaire international. Pourtant, si on prend les crises de 97 et de 2006, hein, où le Liban a été 97, donc le pont à Saïd a été coupé, donc le sud a été isolé. Et là, je crois que quelqu'un en parlait tout à l'heure, les ONG de Saïda ont fait un travail remarquable de coordination et de mise en place de l'aide alors qu'il n'y avait pas d'aide internationale, parce qu'il y a une réelle compétence, les gens savent faire, il y a une expérience. Si on prend 2006 aussi, où le Liban était sous blocus, donc l'aide s'est organisée avec tous les groupes informels. D'ailleurs, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau qui commençait à venir. Ça veut dire les groupes informels aussi participaient, pas uniquement les ONG. L'ont fait alors qu'il n'y avait pas d'organismes internationaux, parce qu'ils étaient isolés, mais ils ont réussi à coopérer, et c'était assez exemplaire d'ailleurs cette époque-là. Il y a aussi combattre la xénophobie et le racisme dans nos structures. Il faut être, soyons honnêtes aussi par rapport à ça. Ça veut dire, bon, il y a plus de friction libano-syrienne, il y a plus d'éléments racistes, c'est normal. Mais même dans nos structures, on a ça. Ça veut dire même dans nos structures, on voit certains staffs qui regardent le Syrien avec dédain, etc. Donc il y a aussi un travail à faire chez nous. Il y a un travail à faire sur l'esprit bénévole. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout s'est professionnalisé. C'est une histoire d'argent. Et qu'aujourd'hui, une ONG performante, c'est celle qui a la plus belle proposal, qui est capable Et donc, il faut revenir vers cet esprit de bénévolat. Alors bon, très vite, puisque j'ai terminé, j'ai parlé de comité éthique mixte et indépendant. Là, aujourd'hui, s'il y a des problèmes qui sont liés à l'aide humanitaire, il n'y a nulle part où aller, qu'on soit un réfugié, qu'on soit un Libanais, qu'on soit une municipalité, qu'on soit une ONG. Il faudrait quand même créer quelque chose de mixte, d'indépendant, où on puisse au moins aller se plaindre et avoir une suite à notre plainte. Alors bon, comment le faire exactement, ça je suppose que on peut beaucoup en discuter. Mais aujourd'hui, il y a un réel problème de crédibilité et de transparence. Il n'y a pas une ONG aujourd'hui qui n'est pas accusée d'être voleur, que ce soit une ONG, que ce soit une ONG internationale, que ce soit une municipalité, que ce soit le Mokhtar, le chef de municipalité ou le Chewish. On est tous dedans. Et la corruption a dramatiquement augmenté dans les 5 dernières années dans le cycle des ONG, dans le cycle de l'humanitaire, disons. Au niveau du gouvernement libanais, j'ai rien dit. C'est assez compliqué. Je ne saurais pas. Je ne vois pas vraiment de rôle là-dedans, donc j'ai laissé blanc. Communauté internationale, et juste terminer là-dessus. Prendre ses responsabilités pour une solution juste en Syrie. Et là, j'ai souligné juste, qui permettrait aux réfugiés de rentrer. Donc c'était quand même un échec moral flagrant, le conflit en Syrie. Il y a une réelle responsabilité politique. Aujourd'hui, c'est pas en mettant plus d'aide, plus d'argent dans l'aide humanitaire dans les pays pour éviter que les migrants aillent en Europe qu'on apporte une solution humanitaire. Donc c'est prendre ses responsabilités par la crise. Et aujourd'hui, quand on voit les réfugiés qui sont parqués en Libye, on va en entendre de plus en plus parler dans des conditions complètement déplorables, ça, c'est clairement l'Europe qui ne veut pas en entendre parler de ce problème. Donc la responsabilité, elle est au-delà de l'argent qu'on envoie, et on l'a tous. Voilà, donc pour moi, c'est redonner un sens au mot humanitaire. Et là, on a du travail à faire. Merci. Merci Clément Zachia pour avoir apporté cet éclairage sur le rôle des ONG. Vous avez surtout souligné l'importance du rôle que jouaient les ONG libanaises dans cette action humanitaire. Vous m'avez quand même laissé sur ma faim, je crois que sur la faim des participants, mais j'espère qu'on pourra en rediscuter plus tard, sur l'entité ou la manière par laquelle on peut assurer cette équité de l'action humanitaire. Tu as mis l'accent sur l'un des acteurs de l'action humanitaire. Mais s'il est question de justice, et établir cette équité dans l'action humanitaire entre population migrante et population locale, population haute, la question c'est quels seraient les mécanismes qui permettraient d'instituer cet équilibre et cette justice. Un acteur seul, aussi important qu'il soit comme les ONG, ne peut pas le faire seul. Tu as bien souligné en laissant blanc l'action de l'État, parce que normalement,
l'État devrait être cet acteur qui devrait pouvoir établir l'équilibre par le financement, par la gestion des fonds. Mais paradoxalement, dans le conflit, dans l'action actuelle, l'État est plutôt mis en touche, mis hors jeu, puisqu'il est l'acteur le moins intervenant par la volonté des autorités financières, enfin les financiers de l'opération qui veulent court-circuiter l'État, et un État qui est faible, divisé politiquement et surtout corrompu. Donc je crois que cette problématique, je la laisse pour les débats qui vont suivre, sur la manière avec laquelle on pourrait assurer au Liban, dans un contexte pareil, cette équité entre population haute et population migrante. D'ailleurs, pour ce qui est de la sémantique, si vous me permettez, entre population migrante, population réfugiée, je crois que la population migrante est plus étendue dans sa définition, parce qu'elle inclut aussi les populations migrantes volontaires, comme ceux qui viennent travailler au Liban. Les réfugiés sont forcés à migrer pour des raisons de sécurité économique et autres. Je crois que l'entendement, du moins de la sémantique, est de parler plus large que les réfugiés, mais qu'on le veuille ou pas, très rapidement, on est en train de revenir au débat sur les réfugiés, et plus spécialement aux réfugiés syriens. Ce n'est pas mauvais, mais continuons ces débats avec notre ami Nasser Yassine. Nous passons à l'arabe, si vous voulez bien, ceux qui ne comprennent pas notre belle langue arabe. Je vous prie de passer à vos écouteurs. دكتور ناصر ياسين الكلمة لك للكلام عن هذه المنافسة التي نراها في كل يوم والتي تقلق وتوجع هذه المنافسة على مصادر المختلفة في الدولة اللبنانية لا سيما الوظيفة. الكلمة لك ل15 دقيقة. شكرا أستاذ غسان. سأتكلم بالعربية لأنه لغة العمل عربي وإنجليزي في الجامعة الأمريكية في بيروت. أنا من معهد عصام فارس السياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت. سأتكلم بأكثر اللغة المحكية يمكن وبعض العامية وبعض الفصحى، وبالتحديد بدي أحاول أجابه سردية التضخيم والتعميم والتخويف اللي لا تزال أو التي استخدمت بشكل كبير في السنتين الماضيتين وخاصة في الأشهر الماضية. لكن بداية عندي سؤال وعندي جواب، وبعدين حفوت بثلاث نقاط ممكن تساعدنا على تصويب النقاش. النقطة الأولى هو يعني في خضم الأزمة، أزمة اللاجئين السوريين أو النازحين السوريين في لبنان، خاصة في 2015 عندما بدأت أوروبا والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تعاني وتظهر في الإعلام أن هناك أزمة كبيرة من وراء اللجوء والهجرة إلى أوروبا. أنا سألت نفسي وبعض الزملاء ماذا يجري في أوروبا؟ أنه أقل من 1,000,000 مهاجر أو لاجئ لجأ إلى أوروبا في 2015، بينما هذا البلد الصغير يستوعب أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري، بالإضافة إلى حدود النصف مليون أو أقل يمكن بحدود 400,000 لاجئ فلسطيني منذ 1948. يعني كيف هذا البلد الصغير بذات الوقت ما كنا انتخبنا رئيس جمهورية، ما كان في حكومة، ما كان في مجلس نواب يعمل بشكل فعلي، كيف هذا الوطن الصغير من دون موارد يستوعب ربع سكانه من اللاجئين؟ وذات الوقت ما كان في حدا عم بيقول عنا أزمة كبيرة ونحن على يعني نجثم على ركبنا مثل ما صار بأوروبا كما عنونت الBBC في أحد نشراتها. والسؤال هو له علاقة بقوة المجتمع اللبناني وقوة المجتمع المدني اللبناني ودور الجمعيات الأهلية ودور المنظمات الدولية أكيد ودور البلديات. وهناك تحليل اجتماعي سياسي لهذا الموضوع واقتصادي لن أطيل به، ولكن هذا سؤال مهم نسأل نفسنا كيف هذا الوطن الصغير استوعب هذا العدد الكبير. ولكن نحن الآن نعمل فاست فورورد. الآن في هذه السنة بالتحديد هناك إرهاق، في ثلاث أنواع من الإرهاق نعاني منها في لبنان. الإرهاق الأول هو إرهاق عند المجتمعات المضيفة، في إرهاق كبير عند المجتمعات المضيفة، أو هذا الإرهاق كمان يستغل من قبل الإعلام والسياسيين بإبرازه أو بتضخيمه أو بتعميم بعض القضايا اللي فيه، حيث ممكن نشملها على كل البلد.
ولكن في إرهاق حقيقي لازم نطلع له، موجود من طول هذه الأزمة ومن العدد الديموغرافي الكبير. ولكن حضوي أكثر كمان كيف ممكن نصحح بعض القضايا في المجتمعات النظيفة. في إرهاق عند الجهات المانحة. الجهات المانحة هذه السنة لم يعني تحصل إلى على العدد اليسير أو الكمية يعني قليلة جدا مما طلبته من تمويل، لا يتعدى بعض الأماكن أو بعض القطاعات 30% مما طلبته من تمويل، وهذا إرهاق حقيقي سيساهم أيضا بإرهاق المجتمعات النظيفة. وفي إرهاق من سوريا بشكل عام، يعني بعد 7 سنوات من الحرب إرهاق داخل سوريا من المتحاربين، وإرهاق من سوريا بشكل عام سيخف مع الوقت الاهتمام بسوريا، وهذا له تأثيراته. ولكن بين هذا السؤال حول يعني قدرة لبنان على الاستجابة، قدرة المجتمع اللبناني على الوقوف في وجه هذه الأزمة الكبيرة التي لم تحصل بتاريخه، يعني خلينا ناخذها بس بشكل ديموغرافي لم تحصل بتاريخه، وبين الإرهاق الذي نحصل أو نحن به الآن، في هناك تضخيم وتعميم وتخويف جرى بالإعلام اللبناني ومن بعض السياسيين اللبنانيين، ولازم نضيء له. أنا لا أنكر الأزمة أبداً، ولكن في تضخيم كبير وتعميم وتخويف. خليني أخذ نقطة. أولاً من ناحية التضخيم، هناك تضخيم بالأعداد، جزء منها تضخيم من ناحية أنه نفرجي أنه نحن نستخدم يعني في عدد كبير، في 3 مليون أو في 2 مليون، مش صحيح. العدد بين 1 مليون و1.5 مليون هو عدد كبير جداً أصلاً، ولكن ما فينا نضخمه ل 3 و4 مليون. ولكن الأهم هو تضخيم رأيناه بالولادات. صار في رقم انتشر في لبنان في 300 ألف ولادة، وكل يوم بسمعوا بأي لقاء بصير حتى مع أخصائيين، هذا الرقم غير صحيح. هناك 170 ألف ولادة آخر 6 سنوات، وكمان رقم كبير جدا، ولكن منه 300 ألف في السنة. لكن شو الهدف من هذا التضخيم؟ في هدف منه نظهر أنه نحن عندنا أزمة كبيرة، صحيح، لكن في هدف آخر هو بث هلع ديموغرافي عند الجماعات اللبنانية. الجماعات اللبنانية هي يعني تعيش على توازن دقيق في لبنان، نخاف ديموغرافيا من بعضنا البعض ونخاف من قضايا أخرى من بعضنا البعض، ولكن من خلال بث فوبيا ديموغرافية عند الجماعات اللبنانية نخلق تخويف كبير من السوريين في لبنان. هذه أول نقطة. ثاني نقطة هي التعميم. هلا سأختصر قد ما فيه مشان الوقت ونفتح مجال النقاش. في كثير تضخيم بأعداد كبيرة من ناحية ماذا يعمل السوريين والى اخره، ولكن حنطلع من النقطة الثانية وهي التعميم. التعميم انه تطلق افكار بتعمم انه كل السوريين اخذوا اشغال اللبنانيين، وهذا غير صحيح. في تنافس اقتصادي كبير، وهلا حضوي عليه شوف وين التنافس الاقتصادي، ولكن 77% من السوريين الذين يعملوا بلبنان بيعملوا بنفس القطاعات التي كان يعمل بها السوريون قبل الأزمة. 77%، يعني والمحلات لا تتعدى 6% من السوريين العاملين والناشطين اقتصاديا، 6% فقط فتح محلات. يعني مش مزبوط انه في هذه الهجمة من انه الأعمال السورية عم تاخذ محل اللبنانيين. في بعض المحلات هلا حضيوا عليها، ولكن بشكل عام ما فينا نعمم ونقول انه السوريون اخذوا اشغال اللبنانيين. في بعض القطاعات هلا حنحكي عنها. ثاني نقطة تعميم انه كل السوريين غير محتاجين، بيجوا بياخذوا مساعدات وبيرجعوا على سوريا، كمان مش مزبوط. في كثير من السوريين هن هربوا من أزمة، من حرب، فيها أزمة إنسانية كبيرة. في مهاجرين اقتصاديين أو جابوا عيالهم، ولكن الأكثرية هربت من أزمة إنسانية كتير كبيرة لازم نقولها. في تعميم آخر أن سوريا أصبحت آمنة، كمان هذا الكلام غير صحيح. أنا عم بحطه بس بالسياق الإعلامي كيف تستخدم بالإعلام. شهر سبتمبر، شهر أيلول كان أكثر شهرا دمويا في سوريا. مش صحيح أنه صارت سوريا آمنة، في بعض المناطق في هدوء نسبي ممكن الناس ترجع عليها، ولكن سوريا ليست آمنة. كمان بدنا نوضحها، وقلنا دور نحن كأخصائيين نوضح ماذا نعني بالمناطق الآمنة وكيف كيف نقيم المناطق الآمنة. هاي نقطة التعميم. ثالث نقطة هي التخويف. نستخدم عبارات كتير، قنبلة موقوتة. كم مرة سمعناها بالإعلام؟ اللجوء قنبلة موقوتة، اللجوء انفجار، عناوين عريضة ببعض الجرائد الأساسية في لبنان. بدي أسميها بعض النشرات الأساسية تطلق هذه العبارات القوية جدا. جزء منها هو التخويف، جزء من هدفها هو التخويف. خطر وجودي يعني. شكرا سعادة النائب، مضبوط. أو مثلا في بعد ما يحكى أنه السوريين بيقدروا يحملوا سلاح. في 300 ألف رجل سوري متدربين بالجيش السوري بيحملوا سلاح. يا أخي 100 مقاتل إرهابي بيسكروا بلد،
لندن 10 بالسكاكين سكروا مدينة. مش صحيح في 300 ألف مقاتل سوري. هذا الكلام يقصد هو التخويف، عم نخوف اللبنانيين من السوريين. ثالث نقطة بالتخويف هو العلاقة أنه في إرهابيين، كلهم إرهابيين، مخيمات كلها إرهابية. أي جولة حول الصحف والإعلام بتشوفوا أنه المخيمات هي إرهابية. حتى بعد ما صار بالأزمة الحالية مع السعودية ستطلق الإرهابيين من المخيمات. كمان هذا الكلام مش صحيح، عم نخوف بعضنا، عم نخوف حالنا. فلازم كمان نكون واضحين بهذه النقاط. طيب شو بنعمل؟ شو لازم نعمل نحن كأخصائيين؟ شو لازم نعمل نحن كناس تشتغل بهذا الموضوع؟ أولاً هو تحليل السياق يا جماعة. السياق الجغرافي والمكاني أساسي. أكثرية السوريين هم فقراء. 76% الإحصاء الأخير من مفوضية اللاجئين تحت خط الفقر. بس مش هيدا القصة فقط. 87% من السوريين بيسكنوا حيث الفقراء اللبنانيين يسكنون، حيث 67% من الفقراء اللبنانيين ساكنين. هذا الرقم لحاله ممكن ياخذني إلى تحليل سياساتي بضل أيام حلل من تأثيرات الأزمة السورية. مثل ما قال كليمون، هذه المناطق هي تاريخياً غير مهتمة فيها الحكومات اللي مرقت على تاريخ لبنان. عم بقصد عكار والبقاع وضواحي المدن، ضواحي الشرقية والضواحي الجنوبية والضواحي الغربية وضواحي طرابلس. هذه المناطق تاريخياً يعني ما في اهتمام واضح فيها من قبل الحكومات اللبنانية، خاصة من ناحية خلق فرص عمل. طيب أكيد مع هذا الازدياد الديموغرافي اللي هو أكثريته فقراء، أكيد حيصير في تنافس على بعض الوظائف الوضيعة اللي هن أكثرية الوقت اللبنانيين ما بيشتغلوها، ولكن من زراعة أو ببعض الأعمال اللي هي بسيطة أكيد حيصير في تنافس. يعني مش منه كتير يعني واحد لازم يفكر يكون بده دكتوراه يفكر إنه في تنافس بهذه المناطق اللي هي تاريخيا غير في غياب اهتمام عنها أو neglected أو يعني ما في اكتراث لها. بس بدي زيد أنه على كل الحكومات في لبنان لم تهتم بموضوع خلق فرص عمل للشباب بتاريخها. لازم حدا يحلل شو بسموه سعادة النايب نعم شو بطالة. ايه ما تعاطت مع موضوع البطالة بطريقة جدية. الخطاب الحكومي يعني اللي بتقدمه كل حكومة جديدة، البيان الحكومي قليل ما تعاطى بموضوع البطالة بطريقة جدية. هذا تحليل لازم نعمله. ولكن من حيث البرمجة كمان خليني أقول لك الرقم، في 23 ألف داخل إلى سوق العمل سنويا في لبنان من دون السوريين. لبنان يخلق 3400 وظيفة فقط سنويا. في 23 ألف شو بيعملوا؟ بيروحوا على الخليج، بيروحوا على أوروبا وبيشتغلوا أشغال بالقطاع الغير مهيكل، أو بيروحوا أول ما يكون في فرصة يفوتوا على قوى الأمن أو الجيش بيقدم 10,000 واحد. طيب ما هذه الأمور لازم نضوي عليها. مع هذه الزيادة الديموغرافية الكبيرة من فقراء سوريين أكيد حنولد تنافس، فلازم ناخذها بسياقنا. هي أول نقطة، سياق تحليلنا. ثاني نقطة، لازم نحدد وين مكامن الإشكالات اللي ممكن تتولد، وخاصة عند الشباب، اللي بين الشباب السوريين والشباب اللبنانيين أو بين الشباب السوريين والشباب الفلسطينيين. طيب إذا 76% من السوريين حاليا خارج، أطفال تحت العمر 18 خارج المدارس، و96% أو 97% من الأعمار 15 ل 18 خارج المدارس، نحن فايتين على أزمة كبيرة من ناحية كيفية التعاطي مع هؤلاء الشباب، من ناحية كيف نخلق فرص عمل، من ناحية كيف نستوعبهم، من ناحية كيف يرجعوا على بلادهم وما عندهم أي مهارات، من ناحية التنافس رح يعملوه هن والشباب اللبنانيين. هون بدنا نحدد. فالإشكال مش فرق، مش في والله أنه عم ياخذوا أشغال من كل اللبنانيين. هون في هذه المناطق الفقيرة عند هؤلاء الشباب، هون الإشكالية اللي نضوي عليها. هون بنبلش نفوت بسياسات وبرامج تحدد أكثر وأكثر وين لازم نشتغل. هاي أول نقطة. هينا ثاني نقطة، بعد السياق نحدد أكثر وأكثر لازم نعمل. ثالث نقطة، ما بعرف قد بعد معي يمكن دقيقة أو شيء، 3 دقائق. هو لازم الحكومة، وقال أستاذ غسان، يكون عندها سياسة واضحة إنه بعد الحكومة، ما بعرف هلا هي الحكومة شو حيصير فيها، ولكن الحكومات اللي مرقت ما صار في سياسة واضحة ورؤية واضحة كيف نتعاطى مع أزمة اللجوء أو النزوح إذا بدكم. ما في موضوع العودة، موضوع كيف نشتغل، كيف موضوع فرص العمل نعملها، كيف موضوع الشباب، كيف موضوع الخدمات، ما في وضوح. كيف نستخدم المساعدات اللي عم تيجي من برا إلى آخره. بس الأهم لازم نعمل
رؤية واضحة تقول الحكومة اللبنانية خاصة المجتمع الدولي أنه أنا أعاني من أكبر أزمة لجوء في تاريخ هذه المنطقة، إذا مش في تاريخ العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وأنا عم بستوعب أكبر عدد من اللاجئين نسبة للعدد السكاني، وأنا أقدم خدمة للمجتمع الدولي. تعالوا نتساعد مع بعضنا. مش بدها تقول بسردية تقول أنا حانفجر وأنا رح روح وأنا بدي أحطهم بالبواخر كما قال كثير من المسؤولين اللبنانيين، حطهم بواخر ابعتهم. يا حبيبي نحن بإخرة، نحن شخطورة الصيد مش قادرين نطلع من العبدة. هذا صحيح. قروا جريدة الاتحاد امبارح، بدك تحط 1,000,000 لاجئ تبعتهم على أوروبا؟ خلينا نكون منطقيين. الأردن لعب بطريقة مختلفة، قال أنا عندي أزمة كبيرة تعالوا ساعدوني، وعمل سياسة واضحة وعمل برامج واضحين. فالنقطة الثالثة لازم من خلال الحكومة القادمة يصير في وضع لرؤية واضحة وبرمجة واضحة وموقفنا من ناحية قضية اللجوء، من ناحية العبء الكبير، ولكن من ناحية كيف فينا نشتغل سوا لحد ما يرجع السوريين إلى أوطانهم. والناحية النقطة الرابعة كيف ساعدهم ليرجعوا. يا جماعة ما بقدر ساعدهم ليرجعوا إذا ما بعمل لهم أوراق قانونية، إذا أنا ما بعمل لهم، ما بسجل الأطفال، إذا ما بسجل الزيجات، إذا ما بعرف أنا وين عايشين، إذا ما بعمل أوراق قانونية وبعمل لهم حماية قانونية للاجئين، بس كمان بعرف أنا هالسوريين وين موجودين وأعدادهم مضبوطة، ما بقدر كمان أوصل لحل حقيقي ولا برمجة حقيقية. وهذه النقطة الخامسة، لازم يصير في تصحيح للأوضاع القانونية من ناحية كيف السوريين يرجعوا. أنا بدي أقول إنه لبنان يعني بأزمة اللجوء هي أكبر أزمة يمكن بتاريخه الحالي، ولكن منا أول أزمة ولا آخر أزمة. مثل ما قال كليمون، ما عندنا نحن ذاكرة مؤسساتية كيف تتعاطى مع الأزمات، فلازم نستفيد من هذه الأزمة من حيث نقول كيف بدنا نتعاطى مع الأزمات ويمكن تجينا بعدين. بس بدي أقول آخر نقطة، السوريين في لبنان عبء كبير، ولكن مش بس هن عم بيعانوا حاليا، الفقراء اللبنانيين عم بيعانوا، بس الفلسطينيين تاريخيا بيعانوا من لبنان. ما بنسمح لهم يشتغلوا، بنقيد حركتهم، بنحبسوا بمخيمات، في 30 وظيفة قانونا ممنوع يشتغلوا، في تمييز قانوني ضد الفلسطينيين، في تمييز قانوني أو تمييز مؤسساتي، استعمل كلمة مضبوطة، ضد السوريين، في تمييز مؤسساتي ضد العمال الأجانب، في تمييز مؤسساتي ضد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، في تمييز مؤسساتي موجود حاليا عند العمال الأجانب اللي بيجوا لهون، في تمييز ضد الفقراء من ناحية أنه ما نتعاطى معهم إلا بس نعوزهم. إذا ما طلعنا إلى هذه القضايا في مؤسساتنا بالمعنى طريقة عمل المؤسسات اللي بتشتغل في لبنان، بدنا نضل نتعرى، كل ما تجينا قضية حنتعرى فيها. فنحن أساسا لازم ننظر لهذه القضايا كطريقة لإعادة تكوين مؤسساتنا بالعمل لما يصير في مشاكل أو لما يصير في قضايا مثل القضية السورية. شكرا. شكرا دكتور ناصر ياسين لهذا العرض اللي رجعت صوبت فيه مجموعة من وجهة نظرك لمسائل عم بيصير فيها تحوير للوقائع، تضخيم أرقام، تعميم، تخويف. بيّنت أهمية الدور بيلعبوا المجتمع، هيئات المجتمع المدني لسد ثغرة الحكومة، وطرحت الخروج من هذه الأزمات مجموعة من التدابير العملية اللي وحدها بنظرك تقدر تسمح بالوصول إلى حلول طويلة المدى للبنانيين، البيئة اللبنانية، إن كانوا السوريين بقيوا لمدة طويلة وما بقيوا لمدة طويلة، في قصور بالسياسات متعلقة بالفقر وبالتنمية وبالعمل، اللي هي مشكلة بقدر ما مشكلة هي مشكلة النزوح أو اللجوء السوري إلى لبنان. أثرت مجموعة من النقاط الشيقة، أنا أكيد أنه حتصير أسئلة وردود ومناقشات لاحقا. بننتقل دون إبطاء للمداخلة الرابعة الثالثة. Nous passons directement donc en français à la troisième intervention de M. Assaf Dahdah de l'Université d'Aix-Marseille. Le titre de M. Dahdah est très académique puisqu'il est très long avec un sous-titre. Donc vous l'avez sur vos écrans, mais je crois que M. Dahdah va présenter une étude de cas, il me semble. Et je crois que ça sera intéressant parce que ça permettra de contextualiser le conflit et ce déséquilibre dont nous parlons dans une situation. Et M. Dahdah va nous prendre, installez-vous à Zgharta. M. Dahdah, la parole est à vous pour 15 minutes. Ok, merci.
Alors, les deux précédentes interventions sont parfaites pour introduire la mienne. Donc, tout d'abord, celle de Clément Zahria, qui a insisté sur l'importance des contextes locaux pour comprendre la complexité de la situation, qui n'est pas du tout homogène à l'échelle du territoire libanais. Et puis la vôtre, donc, qui a permis aussi de poser des éléments de problématiques qui sont très importantes à mon sens et vers lesquels je vais tendre, qui sont la place notamment de l'État dans cette problématique, puisqu'on parle d'organisation non gouvernementale, mais la question est aussi l'enjeu de l'organisation gouvernementale à proprement parler. Donc je vais rapidement évoquer mon point de vue, donc d'où je parle. Je vous propose un travail de géographie critique. Alors j'insiste sur ce terme de critique. C'est un travail dont l'objectif est de comprendre la production des inégalités, la production des injustices et leur reproduction dans l'espace ou à travers lui. C'est un travail que j'ai réalisé dans le cadre du programme de recherche LAGÉ, qui est coordonné par Kamel Doraï, ici à ma gauche. Donc c'est un travail qui se base sur une étude de terrain à Zrarta, dont l'objectif était de comprendre les enjeux locaux, donc à partir d'une échelle locale. Et je l'ai fait donc à partir d'entretiens réalisés avec des Libanais, des Syriens, des Irakiens, qui sont principalement donc, des propriétaires immobiliers, des exilés. C'est un terme que j'aime bien utiliser et on va pouvoir peut-être reparler de ce terme dans le contexte sémantique qui a été posé tout à l'heure. Et puis avec les autorités locales. Rapidement en introduction, pourquoi est-ce que j'ai réalisé ce travail? Mon objectif était de sortir du contexte des métropoles, par exemple Beyrouth, qui attire en général le regard pour les études sur les migrants en général et puis sur les réfugiés en particulier, sortir aussi du contexte des camps ou des campements, pour essayer de comprendre le contexte et les enjeux de l'installation hors camp, notamment dans des espaces secondaires de l'exil, donc qui n'est ni la Beka, ni le Raqqa. Et donc là, j'ai travaillé sur le contexte de Zrarta. Alors, reposer quelques éléments de fond. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la crise, la guerre en Syrie? On a une reconfiguration du système migratoire syro-libanais, du contexte de circulation de travail vers un exil forcé. Et c'est très important pour comprendre le contexte de la migration des Syriens au Liban. Donc ils ne partent pas de nulle part, ils ont une expérience migratoire qu'ils ont mise à profit dans le contexte de leur exil. Et la plupart, on va le voir, des gens qui viennent à Zrarta sont d'anciens travailleurs qui venaient déjà à Zrarta parfois depuis plusieurs générations. On a une adaptation, une transformation des sociétés et des espaces d'installation. Donc ça, c'est mon côté géographique, essayer de comprendre comment est-ce que cela s'est fait, notamment dans l'espace. Et un point qui me paraît essentiel et qui a déjà été évoqué précédemment, c'est comprendre dans quelle mesure est-ce que l'émigration et l'exil sont des révélateurs des crises libanaises structurelles depuis quasiment la création de l'État libanais. Et c'est à cela que je vais essayer de m'atteler, ici ou dans d'autres travaux. Ici, le cas de Zrarta, donc une localité du nord du Liban, 30 000 habitants, relativement petite, avec à l'échelle du CADA à peu près 5 000 Syriens. Donc vous remarquerez, le CADA, c'est 50 000 habitants à peu près pour 5 000 Syriens. Donc on est loin des statistiques qui ont pu être évoquées hier pour Baalbek, par exemple. Donc on est vraiment dans cette logique d'une population syrienne nombreuse, mais qui reste quand même minoritaire par rapport à la population libanaise. C'est une localité majoritairement chrétienne. Je ne pourrais pas revenir sur cette question-là pour voir les nuances, mais en tout cas, ça influence largement le contexte d'installation des réfugiés, par exemple irakiens, qui sont majoritairement chrétiens et qui viennent et qui sont accueillis bien plus facilement à Zrarta par les Gortiotes que les Syriens. L'économie de Zrarta est alimentée par le service, par une économie agricole qui est aujourd'hui en crise et par une population immigrée qui envoie des fonds. Donc je vais vous faire une présentation en 3 temps. Je suis désolé, c'est très académique. Tout d'abord, revenir sur le contexte de cette installation des réfugiés syriens ou des exilés syriens à Zrarta. Puis j'évoquerai le contexte, l'enjeu, la problématique de l'habitat. Et puis enfin, quelques éléments de conclusion qui permettront un petit peu d'alimenter le débat qui a déjà été initié par mes collègues. Donc tout d'abord, le contexte de Zrarta. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une migration saisonnière des Syriens
historique, depuis les années 50, 60, avec une population essentiellement masculine qui vient des régions de Homs, Hama et Idlib, population essentiellement rurale, qui venait travailler, qui venait remplacer dans principalement le bâtiment et l'agriculture, une population libanaise de plus en plus instruite et donc qui désertait ces parties-là du marché du travail. Donc on n'est pas du tout dans une logique de prendre le travail, on est dans une logique de transformation du marché du travail libanais qui fait un appel d'air et donc qui va nécessiter l'apport d'une main-d'œuvre, là donc syrienne. Une main-d'œuvre qui, contrairement aux régions du nord ou de la Bekaa, trouve à Zrarta. Donc ici c'est au nord sur la carte. Vous avez 2 taches blanches au nord, à l'est de Tripoli. C'est la région de Koura et la région de Zrarta, où vous voyez que le niveau socio-économique de la population est relativement plus important, puisque le niveau de pauvreté là, on le voit, est bien plus faible que dans les régions limitrophes. Donc les populations syriennes viennent à Zrarta parce qu'elles savent qu'elles pourront trouver du travail plutôt bien rémunéré. Donc la figure du travailleur syrien à Zrarta est une figure historiquement présente qui est tolérée justement parce que les Syriens sont de passage et parce qu'ils sont utiles à l'économie locale. Aujourd'hui, la situation se transforme fondamentalement puisqu'on n'est plus dans une logique de circulation, mais dans une logique de sédentarisation forcée des populations et l'installation de familles entières qui viennent et donc qui ont besoin de ressources nouvelles, de revenus nouveaux et qui sont dans un contexte d'interaction nouveau aussi avec la population établie. Ça va générer un changement d'attitude très fort à la fois de la population libanaise, mais aussi des autorités locales qui vont essayer de répondre aux peurs de la population, à leurs propres peurs aussi, parce que derrière une autorité, vous avez aussi des individus qui ont peur, et ce n'est pas parce que c'est une autorité qu'elle réagit de façon rationnelle, et qui va aussi subir, en tout cas la population syrienne va subir aussi les affres de la kafala qui étaient déjà imposées à d'autres travailleurs migrants, puisque jusqu'à présent, les Syriens circulaient dans un cadre de marché du travail relativement ouvert entre les 2 pays. Donc ici, vous pouvez voir comment est-ce que localement, un dispositif a été mis en place pour essayer de contrôler la présence dans les espaces publics, pour contrôler spatialement cette population syrienne, avec l'imposition d'un couvre-feu, avec l'exclusion des espaces publics à partir de 10 heures du matin, quand les ouvriers qui habituellement sont présents sur les carrefours pour chercher un travail, on leur demande à partir de 10 heures de rentrer chez eux s'ils n'ont pas trouvé de travail, un harcèlement des autorités locales ou des services de renseignement, un recensement ou une tentative de recensement systématique des individus et de leur lieu d'installation, et des tentatives de regroupement d'ouvriers dans la ville de Zrarta Ahdin, puisque certains le savent peut-être, cette ville c'est un duopole entre la plaine et la montagne. Et puis des peurs qui vont s'exprimer, des peurs de la population, où on peut le voir par exemple dans la photo en bas à droite, des personnes vont venir taguer des croix pour signaler aux Syriens qui viennent juste de s'installer, qui sont en territoire chrétien, et donc voilà, on leur rappelle par différents moyens. L'imposition de la kafala, j'y reviendrai un petit peu dans un deuxième temps, mais ça va être une contrainte extrêmement forte sur la circulation et l'accès au travail. Et puis on va le voir aussi comment les Libanais sont capables de générer de la rente en permanence, et là sur la crise, à travers l'accès au marché du travail et l'accès à un kafil. Enfin, la question de la sémantique est extrêmement importante puisqu'elle pose la légitimité de la présence de ces personnes syriennes au Liban, communément appelés souriyin. Dans l'imaginaire collectif libanais, les souriyin sont des ouvriers, c'est presque un synonyme. Aujourd'hui, quand on parle de lej'in, on nous rappelle bien souvent que ce ne sont pas des lej'in mais des nes'hin, et donc des déplacés. Et donc le terme de lej'in peut aussi poser question puisque officiellement l'État libanais ne reconnaît pas le statut de réfugié. Et donc, à ce titre, moi-même, j'ai du mal à utiliser ce terme de réfugié, puisque qui dit réfugié dit accès à des droits, et concrètement, les Syriens au Liban n'ont que très très peu de droits, en tout cas pas ceux qui sont liés au statut de réfugié. Voilà pourquoi souvent j'utilise ce terme d'exilé. Alors, je vais essayer de revenir, comment est-ce que cela gêne, comment est-ce qu'on en arrive à... comment est-ce que cette situation se matérialise, et notamment à travers la question du logement, et comment est-ce qu'elle rejoint une crise libanaise qui a émergé notamment avec la crise syrienne. Alors ici, c'est la question donc, de la crise agricole qui a démarré
avec la fermeture des frontières et donc l'impossibilité pour le Liban d'exporter ses matières agricoles. Et en même temps, les Syriens viennent s'installer au Liban. Et donc ici, on va avoir deux crises qui vont se rencontrer, qui vont permettre à une frange de la population libanaise de se faire énormément d'argent. Hier a été évoqué le chiffre de 350 millions de dollars annuels de rente générée par la location des Syriens. À l'échelle de Zralta, c'est déjà très important, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Donc j'imagine qu'à l'échelle nationale, c'est possible qu'on arrive à ce chiffre-là. Alors comment ça se matérialise? Tout d'abord, il existe des personnes qui ont des Syriens qui vont avoir un accès au logement et qui vont rémunérer le loyer par un travail, c'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes paysans en Syrie, ils vont travailler pour des Libanais et donc ce travail va leur permettre de payer la location qui est souvent une ferme, ils vont vivre dans la ferme. Mais on va surtout voir une autre réalité qui est la conversion du bâti agricole des Libanais qui va permettre aux propriétaires, aux anciens agriculteurs, ou qu'ils sont encore en partie, de générer une rente immobilière qui va compenser leur perte du fait de la chute des prix des matières agricoles libanaises. Donc ça va générer, vous allez voir, différentes réalités qui peuvent, par exemple ici en termes d'habitat, se matérialiser par de l'installation dans la vieille ville de Zralta, ici dans une maison une vieille maison notable abandonnée et qui, dans le sous-sol, contient un pressoir à huile. Et donc ici, la famille syrienne qui est installée dedans va tous les ans, au moment de la saison, travailler dans la presse qui se situe sous la maison. Vous avez également cette situation qui est relativement importante à Zralta, dans une ville avec une urbanisation assez importante. Et donc aujourd'hui, les bâtiments agricoles se trouvent en partie en ville. Donc vous avez par exemple en haut à gauche une ferme d'élevage de poulets qui a été convertie en logement. Donc ici, vous avez à peu près 25 familles syriennes qui vivent et qui payent entre 100 000 et 250 000 livres selon la taille du logement aux propriétaires des locaux. Ça veut dire que vous avez, vous faites le calcul, plusieurs milliers de dollars qui sont reversés mensuellement par ces Syriens aux propriétaires. Et puis vous avez encore quelques résidus d'activités agricoles. Par exemple, à droite, vous avez encore un petit élevage bovin. De l'autre côté du mur, vous avez plusieurs familles qui résident et qui vont aussi participer au travail agricole pour contribuer en partie ou faire diminuer leur loyer. Vous avez la transformation des makhazines en logements, souvent dans des conditions très insalubres, avec parfois des populations qui vivent sous-sol, et donc sans lumière, et parfois avec de l'eau insalubre qui tombe depuis les étages du dessus, où les personnes vont payer plus cher parce qu'ils sont en étage. Vous avez également la construction de nouveaux baraquements sur des terres agricoles, avec une hiérarchisation souvent assez importante. Parmi la communauté syrienne, vous avez le shewish, qui a été nommé au sein du groupement, qui va être en relation directe avec le propriétaire et qui est souvent qui a le devoir d'aller récolter les différents loyers. Alors, ce qui dit récolter les loyers dit aussi placer les populations dans des situations de dette, et la question de la dépendance des locataires vis-à-vis des propriétaires est extrêmement forte. Enfin, la dernière catégorie de logements ou d'hébergement, d'habitat que j'ai pu observer, ce sont des campements qui existent très peu dans cette partie du Liban, qu'on trouve beaucoup plus dans la Bekaa ou dans le Raqqa, mais ici on le trouve notamment avec une famille qui s'est installée dans une oliveraie et qui, contre travail, permet a la possibilité aussi de rester dans ce campement au sein des oliveraies. 3 minutes, pas de problème. Donc cette conversion du bâti agricole et le développement d'une offre immobilière dans l'urgence, donc effectivement c'est une forme de solidarité qui a permis aux Syriens de se loger dans le contexte de la crise, mais c'est également la possibilité pour les Libanais propriétaires de se constituer une rente immobilière très conséquente et donc qui génère et qui alimente en tout cas les inégalités qui existaient déjà entre les Libanais eux-mêmes. L'insalubrité du bâti qui était mis en location par les Libanais a été atténuée en partie par l'action de l'ONG Solidarité Internationale, dont une représentante était là hier, qui a, à Zralta, développé une action qui visait donc à compartimenter avec des moyens
matériel, avec du bois, avec du parpaing. Les familles, en fait, les unités de logement, puisque les familles, comme les Palestiniens en 1948, se sont séparés avec des draps pour avoir un peu d'intimité. Là, la même situation, on l'a retrouvée chez les Syriens. Et donc, l'ONG Solidarité Internationale a fait ce travail de compartimenter pour avoir plus d'intimité. Elle a aussi rendu des habitats plus salubres en développant des systèmes d'évacuation d'eau usée, en construisant des cuisines et des latrines. Ça a un double effet. Pourquoi ? Parce que l'ONG, à l'origine, a signé des conventions avec les propriétaires qui les obligeaient a priori à ne pas augmenter les loyers suite à son action. Sauf que, bien sûr, le moyen de contrôle, j'imagine, est extrêmement limité. Les rapports de dépendance entre locataires et propriétaires sont extrêmement forts. Donc, beaucoup de propriétaires ont profité de cette meilleure salubrité pour augmenter les loyers des locataires. Donc ici, vous voyez, par exemple, le travail de l'ONG Solidarité Internationale, donc avec ce travail de compartiment, avec du matériau ici bois, ou alors la construction de cuisines. Alors je vais conclure sur cette dernière diapo. Donc ici, on voit comment est-ce que la diminution de la production agricole au Liban a été compensée en partie par le développement d'une activité rentière immobilière qui vient s'ajouter à une activité rentière immobilière qui est celle du marché immobilier libanais, qu'on connaît tous avec ses dérives. Vous voyez, le paysage de Beyrouth l'exprime plutôt bien. La kafala est une autre activité rentière puisqu'elle permet à des kafiles de se faire de l'argent sur l'accès au travail des Syriens et sur leur précarité statutaire. Cette situation alimente aussi les tensions entre Libanais eux-mêmes, puisque beaucoup de voisins de ces groupements syriens expriment leur plainte vis-à-vis des propriétaires sur la situation difficile, la saleté, les problèmes d'évacuation des populations qui sont syriennes qui vivent dans leur voisinage, mais aussi, comme on l'a évoqué depuis hier, une animosité croissante donc des Libanais vis-à-vis des Syriens dans ce contexte-là. Alors, une fois tout ce décor posé, donc j'en reviens un peu à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les ONG, pour reprendre un peu le titre de cette table ronde, au regard de ce contexte, peuvent réussir à mener des actions qui sont justes, ou en tout cas qui tendent vers plus de justice, entre population haute et population migrante, entre ici population libanaise et population syrienne. J'imagine que ce n'est pas du tout un débat qui est spécifique au Liban. J'imagine qu'au Congo ou dans d'autres pays en crise, la situation peut être équivalente. Pour moi, la question se pose avec d'autant plus d'acuité puisque, à travers la question de l'État, et je crois que la question de l'État est vraiment indispensable, puisque l'État libanais, historiquement et structurellement, produit des injustices, produit des inégalités entre Libanais, et je ne comprends pas dans quelle mesure est-ce que les ONG pourraient aujourd'hui venir et produire de la justice, alors que l'État lui-même n'est pas capable de garantir cette justice entre populations libanaises. Et je crois que ce n'est pas l'État qui est mis hors jeu par les ONG, par les institutions internationales. Je crois que idéologiquement et le système politique faisant, je crois que l'État libanais se met lui-même hors jeu parce qu'il a toujours fonctionné par une délégation de son pouvoir, soit à des pouvoirs régionaux, soit à des acteurs privés, soit aux acteurs bancaires. Et aujourd'hui, je crois que dans une certaine mesure, il délègue la crise aux acteurs de l'humanitaire. Voilà, merci. Merci, M. Dahdah, pour cet éclairage que vous donnez à notre problématique dans le contexte de Sgherta. Vous avez rajouté une complexité sémantique supplémentaire avec l'usage que vous faites du vocable d'exilé, plutôt que de migrants ou de réfugiés ou autres. Je trouve que c'est intéressant, cet usage que vous en faites. Vous montrez sur le plan économique cette intervention de la rente immobilière qui remplace la rente agricole et d'autres modes pour rééquilibrer la relation perçue entre les populations migrantes et les populations hautes. Et vous avez conclu, je crois, de manière très intéressante, c'est un sujet qui va être repris dans la salle, je crois que dans le débat, pour une sortie de crise. Qui est responsable de ce rééquilibrement de la relation? Vous resignaler l'importance du rôle que l'État devrait jouer, mais c'est un rôle
que lui-même s'était interdit ou avait démissionné de ce rôle de planification, de rééquilibrement de relations déjà entre les Libanais, donc ce serait entre Libanais et Syriens. Nous concluons avec la dernière intervention de M. Kamel Deraï de l'Institut français du Proche-Orient, notre académique qui intervient sur les stratégies de survie et les logiques d'installation des populations réfugiées en ville. 15 minutes aussi, merci. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Je suis très content de venir conclure au final cette table ronde, puisque mes propos seront en accord, ou en tout cas ou résonnent avec ce qui a été dit précédemment par mes collègues sur plusieurs des questions. Alors, si Assaf a fait part de son point de vue au début de cette recherche, moi j'ai essayé ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une tentative de mise en perspective régionale et un peu plus sur le long terme de la crise actuelle et des questions, en tout cas d'installation des réfugiés au Liban. Du fait de mon expérience sur la crise irakienne pendant 4 ans à Damas en tant que chercheur avant 2010, et puis ensuite je viens d'arriver de 3 ans en Jordanie où j'ai travaillé sur les formes d'installation des réfugiés dans ce pays. Et on peut tout à fait voir effectivement la différence tout à fait notable de gestion de la population des réfugiés dans un État extrêmement structuré comme la Jordanie, qui a fait de l'arrivée et de l'installation des réfugiés sur son sol, aussi bien la crise irakienne que la crise syrienne, une véritable rente et un instrument de développement de certaines régions. On a vraiment ici un État extrêmement structuré qui propose aux organisations internationales et qui impose d'ailleurs un cadre extrêmement fort et défini aux organisations internationales dans l'exercice de leur travail en Jordanie. Et on a effectivement, on ne peut que voir la différence extrêmement notable de la situation libanaise, où effectivement ça se gère de façon beaucoup plus diverse. Et je crois que c'est intéressant de replacer ces questions-là, et j'y reviendrai au fur et à mesure de mon exposé. Alors, il y a deux choses qui ont été relevées par les précédemment et qui peuvent servir d'introduction. C'est cette question de est-ce qu'on parle de migrants, est-ce qu'on parle de réfugiés, est-ce qu'on parle d'exilés. Je crois que tout ça, ce sont des catégorisations qui sont faites par les organisations internationales, par les États, évidemment. Mais très souvent, en fait, quand on regarde le parcours des personnes avec lesquelles on travaille, ils sont réfugiés à un moment donné de leur vie, ils ont été migrants très souvent à un autre, et c'est le cas tout particulièrement ici au Liban, mais c'est dans l'ensemble de la région. Et donc on ne peut pas opposer en fait ces deux figures. C'est des statuts qui sont liés à des moments certainement de leur parcours, de leur vie, ou qui sont liés à des conflits qui s'installent. Mais souvent ce sont les mêmes personnes. Et donc c'est à quel moment on les saisit finalement dans leur parcours. Et puis ils sont réfugiés ici sans véritable statut. Et quand ils arrivent en Europe, ils sont migrants illégaux, puis à nouveau demandeurs d'asile. S'ils l'obtiennent, ils deviennent réfugiés, sinon ils deviennent illégaux. Enfin, bref. Ce sont toujours des mêmes personnes dont on parle, donc je crois que la question de la terminologie, c'est surtout le point de vue qu'on pose et le moment auquel on saisit ces personnes. Et puis de fait, je crois qu'on a souvent opposé la question de l'assistance humanitaire à la question du développement, mais les fonds arrivant sur les gestions des crises, les organisations de développement sont subitement intéressées de façon beaucoup plus importante à la question de la crise humanitaire. Et donc du coup, effectivement, c'est toujours la même chose, c'est plutôt les financeurs qui ont tendance à déterminer le point de vue qu'on a sur ces crises. Alors, ceci dit, pour en arriver à la question de l'installation de ces populations en milieu urbain, je crois qu'il faut d'abord noter quelque chose qui dans la région est tout à fait particulier, et c'est je pense, quelque chose qui singularise l'ensemble de la région, c'est qu'il y a un lien extrêmement fort entre le développement urbain et la question des migrations forcées. On peut prendre plusieurs exemples, mais la ville d'Amman était un village avant l'arrivée des Palestiniens en 1948. Aujourd'hui, c'est une agglomération de plus de 3 millions d'habitants qui s'est développée au rythme de l'arrivée des vagues de réfugiés palestiniens, 48, 67, 90 quand ils repartent du Koweït. Ensuite, on a des Irakiens qui arrivent, maintenant on a des Syriens qui arrivent, et la ville s'étend et se développe en fait au rythme de l'arrivée de ces migrants. Donc on a vraiment une relation extrêmement forte entre le développement urbain et la question des migrations forcées. On peut parler de Damas avant 2011, avec les Palestiniens, les déplacés internes du Golan, les réfugiés, les migrants ruraux qui arrivent, tous ces quartiers sud. Pardon, je vais parler plus doucement. Donc tous ces quartiers sud de Damas qui intégraient toutes ces populations migrantes, et évidemment Beyrouth,
on a exactement les mêmes logiques. Alors, ça pose une question, et on peut encore le percevoir de deux façons différentes. On peut percevoir la question des migrants forcés et des réfugiés en ville comme une composante du processus d'urbanisation. Et donc voilà, c'est une des façons dont les villes croissent ici au Moyen-Orient. Et on peut le voir aussi d'une façon un peu différente, comme une contrainte et comme une sorte de pression qui est mise sur la ville, sur les services publics, quand ils existent. Et sur le ramassage des ordures, l'électricité, l'école et ainsi de suite. Donc ça dépend encore une fois de la perception qu'on en a et comment est-ce qu'on veut le construire. Et je crois que le type d'action que l'on mène auprès de ces populations, ou en tout cas dans les localités ou les quartiers où ils résident, sont extrêmement liés à la façon dont on perçoit et on conçoit leur présence dans ces espaces. Au même titre, et ça reprend les trois communications précédentes, quand on observe ces populations migrantes, et moi je l'ai fait encore une fois à Damas, à Amman et ici plutôt dans le sud du pays qu'à Beyrouth, mais on voit vraiment une intégration très très forte de populations déplacées, de populations réfugiées, de populations migrantes internes, et très souvent effectivement l'action, on retrouve une base sociale qui est commune, qui est souvent des gens qui sont en marge de la ville, qui sont en marge des systèmes économiques, qui se retrouvent dans des positions d'informalité, aussi bien pour le travail que pour le logement. Et très souvent, on a peine à décrypter qui est qui dans ces zones fortement marginalisées. Alors, ces marges urbaines, elles ne sont pas on peut les regarder à travers une vraie question sociale, ce que ça pose en termes d'intégration à la ville, en termes de logement, en termes d'emploi, comme je l'ai dit, mais il ne faut pas oublier également que ce sont aussi des centralités populaires. Ce sont des grandes centralités, et tout le monde peut l'observer. Ici, les quartiers sud de Beyrouth sont aussi des grandes centralités commerciales, mais on les retrouve aussi à Amman, autour des camps de réfugiés palestiniens, comme à Wahdat. On a des grandes centralités commerciales populaires qui se créent, avec énormément de populations qui viennent, qui développent des commerces, qui développent des activités. Donc il y a effectivement, si on peut regarder aussi ce que ça génère en termes négatifs, en termes de pression, mais ça génère aussi également énormément ça contribue à la diversification des activités de la ville et à l'émergence certainement de nouvelles centralités dans des périphéries, qui ne sont évidemment pas les mêmes que des centralités commerciales des quartiers favorisés. Et puis si on le regarde à l'échelle, ou en tout cas du point de vue des migrants ou du point de vue des réfugiés eux-mêmes, ces espaces sont la façon dont ils entrent dans la ville. C'est là où ils arrivent, c'est là où ils résident, c'est là où ils sont confrontés aux premières formes de socialisation, de voisinage, de logement, de travail, de scolarité pour les enfants. Et donc, ça fait partie de leur trajectoire sociale et spatiale. Donc, il faut aussi le considérer comme des points d'entrée. Et c'est peut-être une façon aussi de travailler sur ces espaces, c'est que ce sont des espaces à travers lesquels les migrants transitent. On ne peut pas toujours considérer que les gens, souvent, pour les nombreux réfugiés auprès desquels j'ai travaillé en Jordanie récemment, les réfugiés syriens, très souvent, ils ont une très forte mobilité spatiale entre les différents quartiers des villes, entre les différentes villes, entre les différents espaces. Et très souvent, ils viennent à certains endroits et à certains moments de leur parcours, mais on ne peut pas considérer uniquement que ces gens-là sont, dirons-nous, coincés ou assignés dans certains espaces. Mais il faut vraiment le penser à travers leur mobilité, leur trajectoire, en fait, dans les pays d'arrivée. Alors pour ça, je voulais juste faire un tout petit pas de côté pour voir un peu comment est-ce que dans d'autres pays ça s'est géré, peut-être pour voir comment est-ce qu'en miroir le Liban a géré la crise syrienne récente. Alors le Liban est le seul pays d'accueil dans la région qui n'a pas ouvert de camp de réfugiés pour les Syriens, en tout cas de camp de réfugiés officiels gérés par les Nations Unies, alors que les trois autres pays, la Jordanie, la Turquie et l'Irak, ont ouvert des camps de réfugiés. Donc on peut s'interroger aussi sur pourquoi le Liban n'en a pas ouvert. Et qu'est-ce que ça a généré quand ils ont été ouverts? Alors très très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les camps de réfugiés demeurent de toutes les façons, dans les pays qui les ont ouverts, un espace où résident très peu de réfugiés. On a moins de 20% des réfugiés qui, de fait, sont installés dans les camps de réfugiés. Donc c'est une vérité qui est relativement marginale. Le cas palestinien, on est presque au même chiffre à l'échelle régionale.
Mais par contre, ce sont des dispositifs qui sont très importants du point de vue des humanitaires, puisque c'est là où généralement se concentre l'action humanitaire, se concentrent les hôpitaux, les centres de soins, d'assistance, de formation, et ainsi de suite. C'est là où on enregistre les réfugiés également. Et puis du point de vue des autorités, enfin en tout cas des pays d'accueil, et ça rejoint un peu la communication précédente d'Assaf, c'est aussi des lieux où on concentre une énorme main-d'œuvre à très faible coût, qui est utilisable dans l'agriculture. Et en Jordanie, c'est le cas de figure, et donc on peut les faire sortir du camp quand on veut pour les faire travailler dans le secteur de l'agriculture. Mais alors, ça c'est du point de vue, dirons-nous, des humanitaires et des autorités, mais quelle place jouent en fait ces camps et ces formes d'installation du point de vue des migrants? Alors très souvent, ces camps, c'est juste des espaces de transit. En fait, on a très peu de réfugiés qui y résident, mais une écrasante majorité de réfugiés qui transitent par ces espaces. C'est le premier lieu où ils arrivent dans le pays, et ensuite, ils se distribuent dans les différentes villes. Et là, on arrive à des situations qui ressemblent fortement à celles du Liban. Alors, comment est-ce que les migrants s'installent en ville et quelles sont les logiques qui président à leur installation? Alors, il y a plusieurs facteurs qu'on peut identifier, et la crise syrienne aujourd'hui n'échappe pas à ces règles, à mon sens, même si on peut en discuter. Il y a évidemment plusieurs facteurs qui sont liés les uns entre les autres. D'abord, le prix des locations, ça paraît relativement logique. Ils vont là où il y a des locations disponibles à des tarifs qu'ils peuvent payer. Il y a la proximité aussi des bassins d'emploi qui est extrêmement importante. Assaf l'a montré précédemment et c'est extrêmement juste. C'est la même chose dans l'ensemble des pays de la région. Et puis il y a deux autres éléments qui me semblent être tout à fait fondamentaux, sur lesquels souvent on travaille assez peu quand on travaille dans le domaine, quand on travaille sur les conflits, on se focalise sur la période du conflit, sur le statut ou non de réfugiés, sur la question de l'assistance, mais on travaille relativement peu, et c'est ce qu'essaye de faire notre groupe de recherche qu'a mentionné Assaf, le programme de recherche qui s'appelle l'AG, qui travaille à l'échelle de la région. On essaie de travailler sur les temporalités des conflits et les temporalités des migrations pour montrer qu'en fait, très souvent, il y a des liens forts entre ce qui se passait avant les conflits, les formes de circulation, les migrations avant les conflits, qui ont créé des liens familiaux, des liens villageois, des liens très très forts et des migrations de travail et des pratiques matrimoniales souvent qui précèdent les conflits. Et très souvent, les réfugiés, et moi pour avoir travaillé un peu ici sur la question des Palestiniens de Syrie qui sont venus s'installer après le conflit en 2011 dans la région de Tyr, très souvent, la seule logique d'installation de ces populations, c'est qu'ils avaient de la famille qui était déjà présente avant le conflit dans ces espaces-là, et qu'ils ont donc réactivé ces réseaux familiaux qui étaient très souvent actifs avant le conflit pour des visites, pour des mariages, pour du travail temporaire dans l'agriculture ou dans le bâtiment à certains moments. Et donc du coup, on a un lien très très fort entre ces pratiques de circulation avant les crises et ces pratiques de circulation qui se mettent en place à l'issue quand le conflit se développe. Et je crois que c'est une articulation qui est relativement peu traitée et qui n'est pas assez, en tout cas, approfondie et comprise. On a très souvent l'impression, et pourtant les communications qui ont été dites avant le montrent bien, les Syriens au Liban ou les Syriens en Jordanie ou les Syriens dans le Kurdistan irakien, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est très ancien, c'est quelque chose qui a créé des liens. C'est pas comme si ces migrations de travail n'avaient créé aucun lien, c'est pas juste des travailleurs qui se déplacent, qui remplissent une tâche et qui repartent chez eux, mais ça a généré énormément de liens qui se recomposent quand les conflits se développent. Et donc évidemment, se pose au moment du conflit, comment est-ce qu'on gère un afflux supplémentaire, mais comment est-ce qu'aussi on peut le comprendre comme non pas une réalité qu'on peut décrire comme une réalité extérieure ou halogène, mais comme en fait une forme. La région s'est construite sur les mobilités transfrontalières, la région s'est construite sur des marchés de l'emploi qui sont souvent fragmentés, mais très ouverts sur la question de l'emploi des étrangers. On a des proportions d'emploi de main-d'œuvre étrangère, aussi bien en Jordanie qu'au Liban, qui sont extrêmement importantes, mais ça de tout temps, depuis les indépendances. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, on a cette dimension, évidemment, particulière d'un afflux important de populations migrantes et réfugiées dans un temps très très court. Donc ça, c'est une des questions sur laquelle on peut évidemment réfléchir quand on s'intéresse à la façon dont se distribuent les réfugiés dans les espaces urbains. Et donc
en guise de conclusion, hein, ce qu'on peut essayer de penser quand on est dans l'action ou quand on essaye de réfléchir sur les possibilités de comprendre l'installation de ces migrants sur des temporalités plus longues, c'est qu'on est toujours dans et ça, il est très difficile de sortir de cette logique binaire. Et je crois que quand on rentre dans l'interrogation est-ce que ce sont des réfugiés ou des migrants, on se pose dans une dualité qui peut-être est l'un des problèmes que l'on se fait, c'est que quand on pose en termes de réfugiés, on s'inscrit dans une temporalité courte et dans un questionnement sur l'assistance ou l'aide qu'on peut apporter, alors que quand on le pense comme partie prenante de dynamique urbaine, comme partie intégrante de quartiers de la ville, on le pense sur le moyen terme ou sur le long terme. Et je crois que c'est la façon dont on va essayer de penser les questions, c'est de sortir d'un espèce d'effet lié à des crises qui sont pensées de façon temporaire, mais essayer de le penser au-delà de la question des réfugiés, au-delà de la question spécifique de l'aide aux réfugiés, mais le penser comme étant un élément d'une dynamique plus globale du développement urbain dans la région. Et puis pour peut-être rebondir sur quelques éléments qui ont été, et ce sera la réelle conclusion de mon propos aujourd'hui, et quand on s'interroge sur la question pourquoi le Liban n'a pas ouvert de camp pour les réfugiés syriens, évidemment, ce lien en filigrane, ce sur quoi j'ai travaillé il y a très longtemps dans ma thèse, c'est la question des camps de réfugiés palestiniens et du rôle que joue la question palestinienne, ou en tout cas, on pourrait presque dire le paradigme palestinien dans la région, comme filtre de lecture des crises des réfugiés. Et évidemment, si la question palestinienne est très riche d'enseignements sur l'installation des camps ou de populations réfugiées sur le long terme, il ne faut pas oublier la spécificité de la situation palestinienne. Ce sont des apatrides. Ils n'ont en tout cas pas d'État aujourd'hui reconnu capable de les accueillir ou vers lesquels ils pourraient rentrer si tant est qu'ils le souhaitent. Mais on ne peut pas lire toutes les crises de réfugiés à travers ce filtre-là uniquement. Et je crois qu'il faut avoir une distance critique et ne pas s'enfermer dans cette vision extrêmement palestino-centrée de la question des réfugiés et de l'asile dans la région. Voilà, je vous remercie. Bien, merci M. Kamel Doraï pour cette intervention qui, je ne soulignerai même pas son contenu. Enfin, l'ensemble de ces communications était très riche. Permettez-moi, avant d'ouvrir le débat dans la salle, de faire une tentative de synthèse de certaines idées que je considère ont été présentées et d'autres qui n'ont pas été présentées dans le contexte de la problématique qui nous est proposée. D'une part, je trouve que, comme dans la réalité, ce panel a dans ses propos et dans son analyse mis l'accent sur les conditions d'intervention humanitaire avec les populations migrantes et relativement moins sur les populations locales, les populations hôtes. Ce qui démontre quand même que dans l'approche de l'action humanitaire, l'approche de l'aide au développement est souvent sous-estimée, sinon oubliée. Et je crois que la gageure de la problématique qui nous est proposée est justement de rétablir cet équilibre entre cette aide humanitaire et l'aide au développement. Dans vos derniers propos, M. Doraï, vous avez semblé indiquer dans votre conclusion que l'aide humanitaire peut faire partie intégrante de l'aide au développement, que c'est un élément de l'aide au développement ou au développement social qui s'inscrit dans la durée. Mais il est aussi une approche que je considère différente, qui est une obligation dès lors que les réunions des États donateurs réunis à Londres avaient pris l'engagement d'investir financièrement autant dans l'aide au développement que dans l'aide humanitaire. Et dans mes propos, dans mes conversations avec les responsables à cette aide, au financement de cette aide humanitaire, la question se posait toujours de comment montrer à la population libanaise que cette aide au développement se fait.
Bon, il y a d'abord dans la réponse un début d'embarras, parce que la plupart de ces États qui donnent de l'argent ou qui développent des projets, développent les projets beaucoup plus pour les populations migrantes que pour les populations hautes. Donc il y a un début de réponse qui se dit, ah oui, mais vous savez que l'aide à la population migrante, aux réfugiés syriens, concourt indirectement au développement local.